Alors, quand tu m'as invité à venir parler ici, je me suis penché sur ces termes de prédiction et de prospective, et j'ai toujours un peu peur de ça. On est dans un monde qui accumule les ruptures de manière de plus en plus rapide, et par définition, une rupture, c'est ce qui ne se prévoit pas. On prévoit bien l'amélioration de l'existant, mais la rupture, c'est ce qui sort de la tendance, justement. Et j'ai préféré me repencher un peu sur un ouvrage qui a été un peu fondateur pour les industries du contenu comme les nôtres, et qui est L'âge de l'accès de Jeremy Rifkin, qui est paru en 2000, ouais, tout à fait. Qui a 15 ans donc cette année. Et je voulais me dire, est-ce que ce qui était prédit dans cet ouvrage était finalement arrivé? Est-ce qu'on était réellement arrivé dans l'âge de l'accès aujourd'hui? L'âge de l'accès, c'est simplement le passage d'une société de consommation de produits basée sur la propriété, sur la possession, à une société où on va louer des temps d'expérience. Et donc, c'est le leasing d'une voiture par rapport à son achat, etc. Et même si on voit effectivement qu'il y a eu une émergence assez forte de ces modalités de consommation, eh bien, ce nouveau monde n'a pas remplacé l'ancien. Et c'est assez crucial comme question dans les contenus actuellement, puisque en fait, les nouveaux modèles qui sont en train d'arriver, aussi bien dans la musique que dans le cinéma, ce sont des modèles par abonnement, et qui sont, eux, en fait, les enfants de l'âge de l'accès. Et aussi bien Spotify que Netflix proposent une manière de consommer vos contenus culturels avec un lien au contenu qui est différent de ce que vous aviez pu avoir auparavant. Est-ce que ces modèles-là vont nécessairement faire mourir les modèles traditionnels? Les modèles traditionnels. C'est la vraie question, puisque c'est des modèles qui sont évidemment avec une rupture de la... c'est nos business models déjà. Oui, il y a une baisse de valeur en fait. Ouais. Malheureusement, la disruption, ça commence d'abord par faire baisser la valeur d'un secteur à un moment donné. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que pour autant, ces nouveaux modes de consommation ne sont pas exclusifs les uns des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un qui va remplacer l'autre. Ils vont s'empiler les uns les autres. Et la compréhension de ce qui est en jeu est au cœur de la manière dont, par exemple, le secteur dans lequel je suis réussira à rebâtir une réflexion sur la chronologie des médias ou pas. Puisque la chronologie des médias est bâtie de manière séquentielle. Tu peux requalifier chronologie des médias? Alors, la chronologie des médias pour un film de cinéma, c'est une succession d'exclusivités concédées à des segments de secteurs de manière à maximiser les revenus qu'on peut avoir sur un film. La salle ayant donc les 4 premiers mois d'exploitation ne correspond au final qu'à 10% des budgets de production des studios. Donc on a besoin d'accumuler en fait des fenêtres d'exclusivité. Après la salle, vous avez la vidéo qui a une exclusivité pendant à peu près 6 mois, de 4 à 10 mois. Ensuite s'ouvre Canal+, les fenêtres payantes, la télé gratuite à 22 ou 27 mois, puis la SVOD à 36 mois en France. Ce qui est un cas assez particulier en France. Dans d'autres pays, c'est plus tôt. C'est plus court. Ouais. Et la SVOD vient concurrencer en fait généralement la première fenêtre ou la deuxième fenêtre payante. D'accord. Donc ils sont en face de Canal en gros. Et c'est ce que les acteurs actuels essayent de faire, c'est d'empêcher ça, alors même que ça correspond à une demande du consommateur. Donc la vision que j'apporte par rapport à ça, c'est celle de l'hybridation, c'est-à-dire que ces modalités de consommation, elles vont coexister, et plus encore, elles vont même coexister au sein d'un même individu. C'est-à-dire que ce qui va déterminer aujourd'hui si on va s'orienter plutôt vers une consommation de type traditionnel, c'est-à-dire de possession, etc., ça va être le niveau d'engagement qu'on va avoir avec la marque, avec le contenu. Et on voit aujourd'hui que ce qui souffre, en fait, c'est le milieu. C'est-à-dire qu'il y a une polarisation entre, d'un côté, des achats qui sont signifiants, et là, vous pouvez le voir dans tous les secteurs, on le retrouve. Vous avez des achats qui sont signifiants, là où vous avez un lien très très fort, soit avec une marque, avec un public, etc. On continue à acheter
le dernier iPhone malgré tout, ou Samsung, en tout cas on a un avis là-dessus. Le dernier téléphone à la mode, quoi. Voilà, c'est ça. Alors que justement Rifkin avait prédit sa commoditisation et que ça allait devenir un abonnement et que le portable ne vaudrait plus rien. Donc là on voit bien que c'est peut-être vrai pour certains qui n'ont pas de lien avec le produit, mais ça n'est pas vrai pour d'autres, pour lesquels en fait le fait de posséder un portable ou un autre est finalement un marqueur social. C'est une manière aussi de parler de soi. C'est exactement la même chose avec les contenus. Lorsque j'ai l'un de mes spectateurs qui parle de Gravity sur les réseaux sociaux, il parle du film, mais il parle surtout de lui-même. Bien sûr. C'est une manière de se déterminer par rapport à son environnement et de dire je suis fan de cette typologie de contenu, donc ça dit quelque chose de moi, sur mes goûts, sur mon intelligence supposée, etc. Rejoignez-moi si vous partagez la même chose. Donc le métier de base d'un créateur de contenu comme Warner est finalement un créateur de lien social. Et notre métier est en train de changer en termes d'organisateur de communautés. Et on maintiendra de la valeur dans ce secteur si on arrive à faire en sorte que ces communautés soient les plus actives et qu'elles aient le lien affectif avec le contenu le plus fort possible. Et c'est ça qui va nous permettre de les amener vers ce côté-là du spectre. De l'autre côté, vous avez une consommation donc désimpliquée, désengagée, qui est de l'ordre de l'abonnement, où vous allez prendre une masse de contenu et c'est ce que vous allez regarder quand il n'y a rien d'autre à regarder en gros. Et donc, vous pouvez voir un peu ce même type de consommation, par exemple dans l'habillement. Vous allez voir des jeunes filles habillées tout en Zara d'un côté et avec juste un item qui va les déterminer, comme un sac Fendi ou des chaussures, etc. Et donc, ce qui va déterminer en fait votre position en tant qu'individu sur un côté du spectre ou de l'autre, ça va être finalement l'engagement et le sens que vous voudrez donner à votre consommation. Et donc, ces consommations-là peuvent coexister ensemble. Elles ne sont pas nécessairement exclusives. Et donc, ce qui va déterminer votre choix, ça va être à un moment donné, pas le fait qu'il soit disponible ou pas, puisqu'on est dans un monde de toute façon d'hyper-choix où on est tellement bombardé, on va dire, de propositions diverses. Ce qui va nous déterminer, c'est clairement, en fait, la façon dont nous, Warner, aurons réussi à créer le lien. J'ai échangé il y a quelques semaines avec Patrick Hohenstetter de Renault, et qui intervenait dans une conférence et qui parlait du coup du futur pour le constructeur automobile, et il se projetait en disant peut-être que demain on n'est pas uniquement constructeur, on est plutôt opérateur de mobilité, et du coup on doit se projeter comme des gens qui vont accompagner du coup les déplacements humains quels qu'ils soient, et on va devoir apporter des solutions pour encourager ces déplacements. Est-ce que du coup chez Warner vous vous projetez, c'est un peu ce que tu évoques, dans cette logique où vous allez accompagner dans la consommation peut-être de contenu au sens large les consommateurs? C'est cette notion en fait de transcendance dans la capacité à concevoir son identité est cruciale dans la survie ou la mort en fait par rapport à ce qui est en train de se passer. Si Warner se conçoit comme étant un presseur de galettes de DVD, on est mal barré. Un peu comme les majors du disque à l'époque, qui, lorsque j'y travaillais, la convention collective, c'était celle de la métallurgie, par exemple. Donc c'était vraiment des gens qui pressaient des galettes. Donc l'arrivée de l'Internet, pour eux, c'était pas quelque chose de souhaitable. En revanche, effectivement, si on est capable de cette transcendance et de se concevoir comme étant un raconteur d'histoire ou un créateur de liens sociaux, comme je disais, et ben là, on a un avenir qui est radieux devant nous, en fait. Je l'ai cité sur Kodak, par exemple, qui se concevait comme un chimiste et qui a raté le virage du numérique, comme BlackBerry, qui disait notre identité, c'est le clavier. Alors, là, tu parlais de Kodak. Au CES, ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait les acteurs internationaux. Il y avait un petit stand Kodak, il y avait un plus gros stand Polaroid. On voit ces acteurs qui essayent de se relancer, qui essayent de repartir. Nous, on pense que peut-être que certains vont réussir, mais c'est quand même assez difficile, quoi. Voilà. Bien sûr. C'est intéressant à suivre que certains n'abandonnent pas. Ces marques, Nathalie va intervenir après, les marques ont des valeurs quand même très fortes, des valeurs incroyables sur plusieurs générations. Et parfois, c'est juste un relancement, un reboot un peu qu'il faut faire, quoi. Mais ce qui est terrible, c'est que plus encore que la valeur de la marque Kodak, ce qui est resté en fait au moment où ils se sont mis en Chapter 11, c'était la valeur de leur brevet. C'est-à-dire que Kodak était une des sociétés qui étaient les plus innovatives au monde. C'est d'ailleurs eux qui ont inventé la photographie numérique.
Ils ont décidé de ne rien en faire. Donc c'est vraiment dans l'attitude et dans la manière dont on se conçoit en fait qu'on va déterminer en fait sa capacité de résilience et d'adaptation à l'avenir. Apple a été lui aussi victime de cette myopie quand ils ont décidé que le streaming ça ne les concernait pas, puisque eux ils concevaient des appareils de stockage de la musique, donc download. Donc le streaming c'était pas pour eux. Et donc ça leur a coûté 4 milliards puisqu'ils ont racheté Beats ce prix-là. Tu as sorti récemment un ouvrage, tu peux nous en parler effectivement, où tu essayes de pousser un peu cette vision globale de la transformation des contenus. C'est plus la peine de l'acheter, je vous ai tout dit là. Vous économisez 2 heures. En même temps, il est en solde sur iTunes en ce moment. Ah bon, d'accord. 9,99. Ah ok, d'accord, ça va. Sur Amazon aussi. Okay. Mais bon, pas de promo. Hein. Non, en fait, oui, c'est un ouvrage que j'ai fait parce que ça m'a... j'ai souffert, en fait, après 5 ans dans le cinéma, de voir à l'œuvre les mêmes types de freins, les mêmes types de croyances, de fantasmes, etc., qui étaient, que ceux que j'avais vécus 10 ans auparavant dans la musique, avec l'arrivée du numérique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment du fantasme et qui fait que si ces entreprises ou ce secteur en général change de mentalité par rapport à ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire devient acteur de ce changement au lieu d'en être la victime, eh bien, ça lui évite de partir en guerre contre ses consommateurs, comme on est en train de le faire actuellement avec la chronologie des médias, par exemple, où on est en train de refuser aux gens d'avoir accès à ce à quoi ils peuvent avoir accès, de toute façon, illégalement, avec les plateformes de piratage. Et on le sait, hein, aujourd'hui, Internet, c'est un média de l'immédiateté, justement, et on ne peut plus, comme auparavant, justement, créer ces fenêtres d'exclusivité. Je parle de la chronologie, là encore. Qui était vrai dans un monde de rareté. On pouvait organiser cette rareté. Aujourd'hui, il n'y a plus de rareté, il y a tellement d'offres que de toute façon, une abondance. Si on ne leur donne pas un contenu, ils se déportent sur un autre. On n'a pas créé de besoin. Et tout ce qu'on crée, finalement, c'est des consommateurs qui s'en vont. Pour conclure, est-ce que tu auras un conseil à donner par rapport à ces enjeux autour de la distribution, de ces nouveaux modèles qui émergent aux entreprises présentes ce matin, pour qu'ils soient vraiment éclairés et qu'ils se rendent compte des changements, cette nécessité d'être agile? Qu'est-ce que tu À part lire mon livre, tu veux dire? Comment? À part lire mon livre. Ouais, à part lire ton livre, effectivement. Ouais. Non, mais il faut, entre guillemets, ouvrir ses chakras. Il n'y a pas plus à faire que de passer d'une posture de 4 degrés en arrière à 4 degrés en avant. C'est un changement, on le sait, hein, c'est ce qu'il y a parmi les plus traumatisants en fait, dans l'expérience. Et il faut accélérer cette courbe du deuil qui fait qu'on part du déni, la colère, l'abattement, et après seulement l'acceptation et la résilience. Donc il faut juste arriver à se pencher 4 degrés en avant pour pouvoir devenir acteur de ce changement au lieu d'en être vraiment la victime. Très bien, merci beaucoup, penchez-vous tous. Bonne journée. Merci Manuel.